Nos prochains invités que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Pour poursuivre cette journée de découverte, nous accueillons maintenant un trio qui nous vient de Cofomo et représente près de 60 années d'expérience en technologie de l'information, du contenu de qualité. Vous en aurez. Mohamed Medeb, l'Inagile, un fou passionné de l'agilité, adepte de transformation culturelle, sera accompagné de Fatma Saran, qui cumule 15 années d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et coach dans l'application des méthodes de travail agile. Et aussi Hugues Laroche, ses 25 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information. Il a occupé des postes de programmeur, analyste fonctionnel, chef d'équipe et aussi chargé de projet. Dans leur conférence Agilité et expérience utilisateur, la synergie pour des produits et services centrés sur l'utilisateur, ils vont nous présenter comment lier dans la pratique l'agilité et l'expérience utilisateur au service des utilisateurs. Chers amis, veuillez accueillir Mohamed Medeb, Fatma Saran et Hugues Laroche. Let's go! Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, merci Karl pour cette présentation. Elle n'est pas assez longue que c'est le matin là, par rapport à la gestion de changement et l'agilité. Oui, je suis fou d'agilité et transformation culturelle et organisationnelle, mais aussi je suis très passionné de comment s'occuper du client. S'occuper du client à travers ce qu'on appelle aujourd'hui une nouvelle discipline qui est émergente, qui a commencé à avoir plus d'espace depuis les années 40, après certaines évolutions durant les années 90, et avec l'arrivée du numérique et des transformations digitales, on trouve là l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, je pense qu'on a... Là, voilà. Désolé. Là, l'expérience utilisateur, avec ce que nous vivons aujourd'hui en termes de gestion de projets agiles, rien n'empêche d'associer les deux et de les allier afin de tirer bénéfice des deux cadres de travail. Et par la même occasion, l'expérience utilisateur, c'est un cadre de travail. Il n'est pas prescriptif. On n'impose rien pour réaliser une expérience utilisateur. Donc, comme vous le savez, vous pouvez le comprendre, là, c'est le centre commun des deux, de l'agilité et de l'expérience utilisateur, c'est les clients. Eh bien, lorsqu'on parle du client, on dit très souvent que le client est roi. Mais qu'est-ce qu'il veut, le roi, réellement? Il va être enchanté, il va être satisfait. Il souhaite que son expérience en termes d'utilisation du produit et du service soit incomparable. Une expérience utilisateur incomparable, c'est une expérience utilisateur où il y a une interaction optimale avec ce qu'on lui propose comme produit et service. En même temps, on voit très souvent que le client a toujours raison. Il n'a pas tort. Oui, le client n'a pas tort. Parce que c'est du moment qu'il a réclamé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne répond pas à ses exigences. Et c'est lui qui décide dans ce jeu d'expression de besoin, et ainsi de suite. Sans oublier que si on ne prend pas soin des clients que nous traitons, que nous leur rendons service, nos concurrents, ils vont le prendre en charge. C'est comme si là, ça devient l'agilité et l'expérience utilisateur comme un levier pour ce qu'on appelle là, un avantage concurrentiel, que les autres ne sont pas capables de le dupliquer du moment qu'on va s'occuper du client plus que les autres. Je ne vous apprends rien. Au niveau de le manifeste agile, on parle toujours de la collaboration avec les clients. Le client dans le sens qui est utilisateur aussi, qu'il est rentré en interaction avec des produits et services. Et lorsqu'on parle de l'expérience utilisateur, ça nous amène à un autre sujet, l'expérience client, l'interface utilisateur. Et certainement un point commun entre les trois, en rajoutant l'agilité, c'est d'autres éléments qui sont communs aussi. D'où l'importance de prendre en charge
certains besoins, certaines exigences considérées comme latentes, mais le syndrome de balançoire, qu'on le voit ici, que c'est une illustration très célèbre lorsqu'on parle comment collecter la voix du client, comment l'écouter, comment développer les exigences des clients, mais le client à la fin n'est pas très satisfait parce qu'on n'a pas bien écouté sa voix. Cela nous amène à parler plus et davantage de comment rendre le client heureux, comment le rendre le client enchanté et comment peut-on créer cette expérience utilisateur incomparable. C'est quoi l'expérience utilisateur? Comment on le distingue de l'expérience client? Comment on les distingue de l'interface utilisateur? C'est quoi la synergie avec l'agilité? C'est que Hugues et Fatma vont présenter maintenant. C'est à vous. Merci Mohamed. En fait, je vais commencer par expliquer c'est quoi l'expérience utilisateur, elle consiste à quoi. C'est vous donner des exemples donc d'expérience utilisateur, la différence entre l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur. Et c'est quoi les facteurs et les attributs et la démarche à suivre par la suite pour mener une expérience utilisateur. Je commence par la définition de la norme ISO 9241 de l'expérience utilisateur. Elle est décrite comme activité, décrit cette activité comme correspondante aux réponses et aux perceptions d'une personne qui résulte de l'usage ou de l'anticipation de l'usage d'un produit, d'un service ou d'un système. Donc, en d'autres termes, l'expérience utilisateur, elle désigne à mieux connaître l'utilisateur et le client, à comprendre ses caractéristiques, comprendre son contexte émotionnel et par la suite créer et concevoir des réponses et des parcours adaptés donc, à ses caractéristiques, à son contexte pour finalement donc, aboutir à sa satisfaction, à la qualité, lui donner de la valeur et surtout gagner sa confiance. Donc, dans l'expérience utilisateur, on a deux mots, c'est expérience utilisateur. Et une expérience, c'est une expérience vécue et perçue utilisateur qui est finalement un humain. Donc, on va définir ces trois champs. Donc, une expérience vécue, c'est une interaction durant un espace-temps et dans un contexte par un utilisateur. Elle peut être numérique et ou réelle. Il s'agit de tous les points de contact. Donc, on peut définir une expérience numérique comme par exemple une application ou un site web, une expérience réelle comme un produit donc touchable, maniable, un service, une interaction, où on peut avoir des expériences à la fois numériques et réelles, comme par exemple, je donne un exemple comme ça, les sites d'achat en ligne, où on a l'expérience numérique de choix du produit, de paiement en ligne, et par la suite l'expérience utilisateur de réception de notre produit. Donc on aura un contact avec une personne, un livreur, donc on va par la suite donner notre expérience donc, de réception de notre produit. L'expérience aussi, c'est une expérience perçue. Donc après l'avoir vécue, on va donner notre perception sur cette expérience. La perception, c'est la vision, l'interprétation que fait l'esprit d'une situation avant et après l'avoir vécue. La perception est propre à chacun selon ce qui nous caractérise. La satisfaction est directement liée à la perception. Donc, après avoir vécu notre expérience, on va donner notre avis, comment on l'a vécu. On va donner notre sentiment, nos émotions envers cette expérience. Donc, qu'est-ce qu'on perçoit de cette expérience. Et par la suite, donc, la perception n'est pas la même pour toutes les personnes. Donc, elle dépend d'une personne à l'autre, de son vécu, de son historique, de sa perception, lui, des choses. Donc, on vient ici à l'unicité de l'utilisateur et avoir le deuxième terme de l'expérience utilisateur, qui est l'utilisateur, qui est finalement un humain. Donc voilà, l'humain, il a plusieurs caractéristiques. Donc si on le met dans un repère, il y a plusieurs dimensions qu'il faut tenir en compte. Donc il y a son âge, donc les caractéristiques démographiques, donc son âge, son genre, ses origines, ses connaissances, son savoir,
donc c'est son niveau d'études, son métier, son niveau d'habileté, son aisance numérique, donc tenir en compte peut-être les personnes qui sont à un niveau de mobilité un peu réduit ou des capacités cognitives un peu réduites, ou même une aisance numérique, ce n'est pas la même donc, pour toutes les personnes, quelle que soit physique, et c'est limiter aussi bien ses émotions. Donc la notion de l'émotion, elle est très très importante dans l'expérience utilisateur. Donc cette unicité va nous conduire à réfléchir, à rencontrer cet utilisateur, à le voir, à faire des entrevues avec lui, afin de finalement le gagner et le convertir d'un utilisateur à un client. Donc c'est une expérience finalement centrée client. Donc on veut satisfaire notre client et le gagner. Une expérience, c'est une expérience unique pour chaque client, en le plaçant au cœur des décisions et des objectifs stratégiques, en évaluant les impacts directs sur lui. Donc une expérience réussie, une expérience positive, donc elle va gagner la confiance du client et de l'utilisateur, et l'utilisateur devra devenir un client de notre produit. Donc lorsqu'on entend expérience utilisateur, parfois on réfléchit toujours à l'interface, aux couleurs, aux visions. Et en plus de ça, on entend plusieurs termes donc, liés à l'expérience utilisateur, comme l'interface utilisateur, comme l'expérience client. Il y a aussi l'expérience employé et l'expérience citoyen. Donc on va définir ici les trois termes du X, CX et UI. On commence par l'interface utilisateur, qui est généralement la première idée qui vient à l'esprit lorsqu'on dit utilisateur, expérience utilisateur, mais on va voir par la suite la différence. Donc l'interface utilisateur est la vue ou l'écran qui permet à un utilisateur d'interagir correctement avec un produit numérique. Donc c'est l'interface graphique, c'est le côté qu'on peut le voir, qu'on peut le toucher, comme par exemple les couleurs pour un site web, les icônes, les messages, tout ça, ça fait partie de l'interface utilisateur. Derrière cette interface utilisateur, il y a un très grand travail qui a été fait en amont pour mener à cette interface utilisateur et qui se poursuit par la suite pour améliorer et satisfaire de plus en plus donc, notre client, qui est l'expérience utilisateur. Le UX c'est le sujet de notre conférence aujourd'hui. Donc l'expérience utilisateur, tu voudrais venir un peu? Désolé. Donc elle est définie comme l'expérience vécue, comme on vient de vous montrer, dans l'utilisation d'un produit ou d'un service. Donc, ici, on réfléchit au produit, au service, ou donc, quel que soit numérique ou réel, et on fait les recherches en amont pour finalement présenter l'interface donc, à notre utilisateur. Et on trouve aussi l'expérience client. Donc, l'expérience client, c'est encore plus large, plus vaste que l'expérience utilisateur. Elle est définie comme l'expérience globale vécue via ses différents points de contact avec la marque. Donc, dans les slides suivants, je vais vous montrer quelques exemples qui font la différenciation entre expérience utilisateur et interface utilisateur, et aussi quelques facteurs clés à tenir en compte lorsqu'on va construire notre expérience utilisateur ou on va donc la mener. Je commence par une citation de M. Simon Sinek, qui est un conférencier et auteur de livres sur le management et la motivation. Donc, M. Simon, il dit que les gens n'achètent pas ce que vous faites. Ils achètent pourquoi vous le faites. Donc, on va, peut-être ça serait plus visible à travers cet exemple qui est très, très connu de l'expérience utilisateur. On le trouve partout, donc dans les présentations, dans les vidéos, lorsqu'on veut savoir plus sur ce sujet. C'est l'exemple de la bouteille de ketchup. Donc on trouve à droite et à gauche 2 bouteilles de ketchup de la même marque, donc, qui contiennent donc, les deux de la sauce ketchup. Et le but d'utilisation de ces 2 bouteilles de ketchup est le même, donc c'est mettre le ketchup dans notre plat ou sur nos frites. La différence, c'est que la bouteille à gauche, elle est en verre.
Par contre, la bouteille à droite, elle est en plastique. Peut-être celle qui est à gauche en verre, elle est plus, donc, disons, plus fine, plus prestigieuse comparée à celle en plastique. Par contre, dans l'utilisation, on voit que l'utilisateur qui utilise la bouteille en plastique, il est plus satisfait. Donc, il peut mettre la quantité de sauce de ketchup qu'il la veut dans la place exactement qu'il la veut, contrairement à celui qui utilise la bouteille en verre, donc, qui peut par exemple mettre plus ou moins, qui peut causer des dégâts. Donc, au début, on dit que peut-être en verre, c'est plus beau, mais avec l'expérience, on trouve qu'on est plus satisfait avec la bouteille en plastique. Ici, on voit un autre exemple d'interface utilisateur. Et on va découvrir, donc voir la différence dans l'interface et découvrir les facteurs à tenir en compte lorsqu'on mène une expérience utilisateur. Donc ici, on va un formulaire, c'est presque le même formulaire. On va insérer la même donnée qui est le numéro de la carte de crédit. Par contre, le fait juste de spécifier le type d'input qu'on va mettre, qu'on va insérer dans notre formulaire, ça va simplifier beaucoup la tâche à notre utilisateur, l'insertion des données, et donc ça serait plus désirable. Donc l'utilisateur, lorsqu'il va utiliser le fait de mettre directement les chiffres, au lieu qu'il se trouve devant des lettres et aller chercher les chiffres et les insérer, donc il serait plus désirable, plus satisfait dans ce cas. L'exemple suivant, ici on voit la même interface. On veut passer une commande d'un paquet de frites. Par contre, la seule différence, c'est dans la première, il y a des steppers, on peut ajouter ou bien diminuer seulement. Par contre, dans le deuxième exemple, il y a une liste déroulante où on va choisir directement le nombre de paquets qu'on va acheter. Donc, on trouve la première expérience, la première interface, elle est plus utile pour l'utilisateur parce qu'il va la faire en moins d'étapes comparé à l'autre, disons, interface. Et en plus, la possibilité de se mettre à l'erreur, elle est inférieure. Donc, on voit que la première, elle est plus utile que la deuxième. Donc, ici, on voit d'autres produits, donc peut-être avec plus de design, qui sont plus, où on voit que l'interface peut-être elle a pris plus de temps dans la création, dans la conception, dans l'imagination. Mais le premier qui est à gauche, c'est un arrosoir arrosé. On ne peut rien faire, donc juste peut-être on peut le regarder seulement. Il est inutilisable. Le deuxième, c'est un mug qu'on le voit mignon du premier coup, mais par la suite, si on réfléchit que si un enfant va l'utiliser, ça peut être un produit dangereux pour les enfants. Donc ici, il faut réfléchir aux caractéristiques des utilisateurs qui vont l'utiliser. Donc, ici, on voit l'expérience utilisateur, elle est unique lorsque le produit ou service est. Donc, on voit ce nid d'abeilles qui a été inventé par M. Peter Marville, qui est un pionnier de l'architecture informationnelle. Et c'est lui qui est venu, c'est une référence, qui est venu avec cette idée de nid d'abeilles qui représente les facteurs clés à tenir en compte lorsqu'on fait une démarche d'expérience utilisateur, lorsqu'on veut aboutir à une bonne expérience utilisateur. Ces attributs sont définis comme suit. Une expérience utilisateur doit être utile, le contenu est original et répond à un besoin. Donc, ce n'est pas comme par exemple l'arrosoir arrosé où il n'est pas utile, donc on n'a rien à faire avec ce produit. Utilisable aussi, donc le site est facile à utiliser. On peut imaginer comme un formulaire avec plusieurs onglets où pour faire des insertions, on doit passer par toutes les onglets, donc l'utilisation elle est très très difficile, comme aussi le formulaire d'insertion de la carte de crédit.
désirable. Les éléments servent à l'émotion et à la satisfaction de l'utilisateur. Donc l'utilisateur, c'est ce qu'il désire, c'est avoir un service facile, un service maniable, un service qui aboutit à ses besoins. Trouvable, le contenu est navigable et localisable sur le site et hors du site. On peut imaginer par exemple une bibliothèque où on veut localiser un livre, donc ça serait très facile de naviguer dans cette bibliothèque, qu'elle soit numérique ou se déplacer dans la bibliothèque. Donc il faut réfléchir ou imaginer à donner un service qui est trouvable, qui est facile, que l'utilisateur peut se trouver dans cette bibliothèque. Accessible, donc le contenu est accessible à toute catégorie ciblée des utilisateurs. Donc comme on a dit au début qu'il faut étudier l'utilisateur, voir ses caractéristiques, donc réfléchir à ce que, par exemple, un petit enfant, il peut aussi utiliser ce produit ou pas. Quelqu'un qui a des mobilités réduites, est-ce qu'il a accès à ce produit ou pas? Donc réfléchir à tout type de personnes qui vont utiliser le produit et réfléchir aussi à ce que chaque personne est unique. Crédible, les utilisateurs peuvent faire confiance. Donc si on fait un achat en ligne et on reçoit une notification que notre produit est bien passé, le paiement est bien passé, donc on a confiance en notre site, on est confiant que c'est correct, on a bien acheté. Et tous les facteurs ou tous les attributs qu'on vient de citer, ils veulent donc finalement le but final, c'est de donner de la valeur au client. Donc fournir quelque chose de précieux, de la valeur au client et finalement le satisfaire et gagner sa confiance. Par la suite, donc, dans ces slides, on va voir comment mettre en place une expérience utilisateur. Il y a des étapes de mise en place de l'expérience utilisateur qui sont la recherche. Peux-tu revenir un peu, Mohamed? La recherche, synthèse et prototype, test et amélioration. Donc, on trouve dans les littératures peut-être plus d'étapes, moins, mais c'est ça. Généralement, c'est ça. C'est un cycle de recherche. On fait la synthèse, on présente le prototype, le test et amélioration. Et une fois on revient à l'amélioration, donc on se retrouve une deuxième fois à faire des recherches et peut-être revenir et refaire le cycle. Pour le moment, je vais dire que c'est un cyclique, donc un cycle de vie qui se répète, mais par la suite, je vais donner le mot qui vient par la suite, qui va nous introduire les slides suivants. La recherche, c'est quoi? C'est une étape primordiale, c'est une étape très, très importante dans l'expérience utilisateur. Elle consiste à approfondir les connaissances sur les utilisateurs cibles, comprendre leurs besoins, leurs attentes et leur contexte d'utilisation. Donc, comme on a dit, chaque utilisateur est unique. Donc, on a recours à rencontrer cet utilisateur, à faire des entrevues avec lui, à rechercher l'information de l'utilisateur directement, ne pas faire des suppositions et des décisions comme ça, donc selon nos expériences à nous. Donc, il faut le rencontrer, le voir et analyser donc chaque catégorie d'utilisateurs à part. Cette phase de recherche va nous mener à la phase prochaine, qui est la synthèse et le prototype. La synthèse et le prototype, c'est comprendre donc les recherches qu'on a faites, trouver des solutions aux besoins identifiés lors de la phase de recherche, par la suite concrétiser ces solutions à travers des idées collectées, à travers la conception de prototypes qui servent à évoluer l'utilisabilité et la faisabilité. Donc, on a fait de la recherche, on a compris le besoin, c'est quoi exactement. On fait des prototypes pour donc, mettre ça en réel devant nous, c'est donc le besoin qui a été exprimé par l'utilisateur. Et par la suite, on passe à la phase prochaine qui est le test et l'amélioration continue. Donc, tester et améliorer continuellement, ça vient après, c'est faire le suivi des différents indicateurs de mesure. On comprend ici qu'on doit définir des indicateurs de mesure de notre
si notre travail a abouti ou a satisfait notre utilisateur ou pas. Voir la rétroaction des utilisateurs pour garantir que le produit ou service répond continuellement aux besoins du client. Quand on répond continuellement aux besoins, donc voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, suivre notre produit, suivre notre client après et garantir que notre produit est toujours à la page toujours demandée par le client. Donc on revient à la phase de début, à la phase de recherche. Donc le travail, il est cyclique et finalement il est itératif. Donc avec ce mot itératif, j'introduis la phase prochaine. Je te passe la parole, Mohamed. Merci Fatma. Merci pour tous ces détails, pour cette quantité d'informations. On voit très bien que cette expérience utilisateur, c'est une expérience vécue, perçue, centrée sur l'humain. Elle suit des étapes itératives. Elle tient compte de ce que l'humain s'attend de son interaction avec le produit ou le service. Et elle se distingue de l'expérience client, se distingue de l'interface utilisateur, mais le client, elle est au centre des préoccupations de tout ça. Ici, on fait allier cette expérience utilisateur considérée unique à travers les différentes caractéristiques que Fatma vient de nous expliquer avec une efficacité opérationnelle. Cette efficacité opérationnelle à travers là, tout ce qui est incrémental, adaptatif et itératif. On va se trouver avec une confrontation classique entre le traditionnel et l'agile. Comme vous pouvez là l'observer, les deux illustrations montrent que l'UX pourrait être efficace afin de répondre rapidement aux changements comme mode agile, pas traditionnel. Du moment qu'on est convaincu qu'on aura besoin de faire appel à un designer UX, on aura toujours besoin de l'impliquer dans une configuration agile pour donner le plus de rendement possible afin de réaliser cette expérience attendue. En parallèle, là, lorsqu'on parle de cette expérience, elle est toujours couronnée avec la notion de MVP ou Minimum Viable Product, là où ce qui attire l'attention lorsqu'on parle de l'UX, et il partage un point très important, c'est que l'UX aussi, elle est incrémentale. Parce que là, Fatma a parlé là, à travers les différentes phases, c'est itératif. Mais aussi, là, à chaque fois, on donne un petit incrément qui permet là, de répondre en quelque part là, à quelque chose attendu par le client. Ça l'MVP dans notre contexte avec l'UX, c'est pour cela qu'on dit jamais poser là le client qui vous êtes, mais plutôt là, c'est de savoir quels sont nos clients. Quels sont nos clients et de passer le mode projet vers le mode produit. Dans le sens où arrêtons de financer des projets. Il faut s'occuper du produit, c'est eux qui vont être supportés par des projets. Donc financer le produit dans un esprit de rentabilité et expérience utilisateur, ça nous permet là d'éviter cette logique de penser projet et d'aller financer du projet qu'on n'est pas sûr qu'ils vont promouvoir le produit ou qu'ils vont améliorer le produit final et rendre cette expérience avec les clients unique. Et il y a aussi cette belle illustration que personnellement j'aime beaucoup. Et surtout là, pour ceux qui participent à des formations certifiantes du Scrum, etc., on dit là, c'est agile, pas agile, là, il faut penser comment on est en train d'évoluer, les choses sont en train d'évoluer dans le temps. De point de vue moyen de transport, là, le premier, c'est un travail de montage. Là, ce n'est pas l'agilité. Le deuxième, OK, c'est agile, mais de point de vue évolution d'un moyen de transport, là, trottinette, là, après le scooter, la voiture, le fourgonnette, OK. Ça, c'est correct. Mais ces moyens de transport qui évoluent dans le temps sont destinés à plusieurs clients à la fois. Et je ne pense pas que toute la clientèle qui a besoin de scooter a besoin aussi de fourgonnette. Et du coup, l'expérience n'est pas unique. Parce qu'elle n'est pas proposée à la même catégorie de clientèle. Ce qui rend l'expérience unique, c'est la troisième illustration où on focalise uniquement sur
Ce qui intéresse une catégorie de clientèle, ce qui est l'agile UX. Même si là, on parle qu'il y a des versions où on fait appel à Lean UX, la notion de le Lean avec l'UX qui a précédé l'agile UX, c'est comme si on parle que l'agilité, le noyau dur, c'est ça revient au même, là on parle de la même chose, mais ici, là, ce mariage entre les deux permet d'avoir une chose plus performante en termes de conception. Et lorsqu'on veut appliquer ça sur Tira, qu'est-ce qu'on fait? Personnellement, j'appelle Hugues à chaque fois. Merci, Mohamed. Comment on intègre l'expérience utilisateur quand on travaille dans un cadre agile? Tout d'abord, je pense à la lumière de ce que mes collègues ont dit. C'est facile de comprendre qu'il y a quand même plusieurs dénominateurs communs. Donc, on est centré sur l'utilisateur. On veut livrer de la valeur à l'utilisateur. On veut intégrer des commentaires des utilisateurs. On veut se rapprocher de l'utilisateur. Puis surtout, on veut fonctionner en cycle itératif incrémental. Je pense qu'on vient pas mal de parler de Scrum ici. Et naturellement, Scrum est un cadre de travail quand même très large qu'on peut facilement adapter. C'est pour ça que de plus en plus, ce qu'on entend parler, c'est Scrum UX ou Scrux. Puis on va le modifier un peu pour introduire l'expérience utilisateur, mieux introduire l'expérience utilisateur dans notre travail. En général, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qui va faire partie intégrante des équipes de développement, on va mettre un ou des spécialistes en expérience utilisateur qui vont apporter du contenu dans les équipes. Ces spécialistes-là, ils vont aller aux mêmes cérémonies que le reste de l'équipe avec les mêmes objectifs, mais à quelques exceptions près. Par exemple, lors de la planification, l'expert en expérience utilisateur peut servir un peu aussi, épauler un peu le PO pour orienter les équipes. Surtout, on va veiller à ajouter au calendrier des ateliers de design. Et ces ateliers-là, en général, on veut qu'ils se fassent un sprint avant le développement. Donc, on voit un peu là, ici, c'est ce que vous voyez sur la slide. Donc, c'est un peu un cycle qui est en avant, le cycle UX qui est en avant du cycle de développement. Donc, on parle de plus en plus aussi de 3D, donc c'est-à-dire design, deploy, develop. Vous avez bien compris? On déploie avant de développer. Donc, design, je pense que Fatma nous a bien entretenu là-dessus. On fait des recherches, on regarde certains concepts. On fait des maquettes, on pose des hypothèses, puis on fait des maquettes ou des prototypes qu'on va déployer. Et à l'aide du résultat obtenu de ça, là, on va passer ça au développement. Et c'est là que le concept des deux itérations rentre en ligne de compte. Une itération où on fait le design, le deploy, puis après, on va faire le développement. Naturellement, tout ça est facilité quand on maîtrise aussi des concepts un peu plus techniques, là, comme Infrastructure as Code, ou quand on a des automatismes là, ou des CI/CD, par exemple. Voilà. Sinon, on a parlé beaucoup de concepts, on a donné beaucoup de théories, mais pourquoi qu'on entend de plus en plus parler de l'expérience utilisateur? Pourquoi c'est important? Écoutez, il y a certaines statistiques que j'aimerais partager avec vous. Tout d'abord, on entend parler depuis plusieurs années que les clients sont de moins en moins fidèles. Écoutez, si vous cherchez là, sur l'utilité de l'expérience utilisateur, vous allez rapidement trouver qu'aujourd'hui, c'est une façon de fidéliser le client. Donc, les entreprises qui mettent l'accent sur l'expérience utilisateur réussissent à mieux garder leurs clients que ceux qui le font moins. D'ailleurs, si on regarde nos clients, puis si on va en chercher d'autres, on a un retour sur investissement. Là-dessus, voici les statistiques que je veux partager avec vous. Ce que j'ai trouvé en général, quand j'arrive à une présentation comme ça, j'aime tout le temps me renseigner un peu puis faire des recherches sur le net. Puis j'ai été surpris de voir jusqu'à quel point il y avait des résultats qui étaient évidents, et les voici.
En gros, ce qu'on dit, c'est que les entreprises qui deviennent user-centric, ils voient leur vente d'augmenter de 75 en général. C'est quand même assez significatif. Aussi, une autre statistique que j'ai vue, c'est que beaucoup d'entreprises considèrent que pour chaque dollar investi en expérience utilisateur, ça en rapporte 1 ou 2. Donc, 100 ou 200 de profit, c'est quand même quelque chose. Autre statistique qui m'a un peu frappé, on dit qu'en général, là, en moyenne, les développeurs passent 50 de leur temps à développer puis 50 à corriger des bugs. Bug, entendons-nous, là, bug, ce qu'on entend par là, c'est écart entre ce qui est attendu et ce qui est réalisé. C'est quand même pas mal. Puis les entreprises, les gens qui travaillent, comme je l'ai montré tout à l'heure en Scrux, bien, en faisant des petits cycles, puis en intégrant rapidement, en prototypant rapidement, on diminue le pourcentage de bugs, donc l'importance qu'on accorde à la correction de bugs. Donc, on se trouve à faire des économies d'argent. Donc, ça, c'est une première chose sur l'importance de l'expérience utilisateur. Maintenant, sur cette diapositive-ci, ce qui est important aussi, ce qui est de plus en plus évident, qui mérite d'être souligné, c'est que on est de plus en plus dans un monde numérique, hein, puis le numérique prend de plus en plus de place. Puis il y a de plus en plus de compagnies qui ont des produits traditionnels qui vont intégrer le numérique pour améliorer l'expérience utilisateur. Écoutez, le domaine de l'automobile, je pense que c'est un bon exemple de ça. On voit aujourd'hui des voitures qui sont sur la même plateforme depuis à peu près une trentaine d'années. Mais ces voitures-là ont complètement été transformées en intégrant soit des systèmes d'aide à la conduite, soit en mettant un infotainment, un infodivertissement. C'est toujours les mêmes voitures, mais on utilise des outils technologiques numériques pour augmenter l'expérience utilisateur. Un autre exemple que j'aimerais bien vous donner, moi qui aime bien garder mes bébelles assez longtemps, là, puis quand je les laisse aller, ils sont rendus très vieilles, il a fallu que je change ma laveuse, ma sécheuse l'an dernier. Et à ma grande surprise, ma laveuse, les deux appareils se connectent sur mon Wi-Fi, puis je peux programmer des cycles de lavage à l'aide de l'application sur mon téléphone. On est vraiment là dans utiliser le numérique pour augmenter le... D'ailleurs, j'ai un cycle de lavage qui vient de se terminer, puis c'est ma montre qui me le dit. Donc, on est vraiment dans l'utilisation d'outils numériques pour augmenter l'expérience utilisateur. Un dernier point pour vous faire réfléchir. Pourquoi que l'expérience utilisateur, c'est aussi important? Bien, en général, on dit que ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour gagner un client, mais seulement quelques secondes pour le perdre. D'où l'importance de le considérer et de le mettre au centre de nos préoccupations. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour finir, là, une petite phrase. Vous passez plusieurs mois, voire plusieurs années à avoir des clients. Mais vous risquez là de les perdre au bout de 6 minutes. Grâce à quoi? Grâce à une mauvaise expérience utilisateur. Ça, ce qu'on aimerait bien éviter. Sinon, nous avons terminé. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Merci. Pas de questions, ami Agile? On a un peu de temps devant nous. Une dizaine de minutes. Quand on est trop bon, c'est ça. Vous avez répondu à toutes les questions, observations. Merci à vous trois. Ce fut très intéressant, contenu enrichissant. Merci beaucoup. Beau travail, merci infiniment. Chers amis, on vous laisse une pause de 15 minutes, suite à quoi on va reprendre ici à 15h30. À tout à l'heure. Merci.